Depuis plusieurs années, nous constatons une dégradation des conditions d'exercice et une augmentation très nette des risques psychosociaux. Je l'avais déjà constaté pendant mon mandat au Conseil de l'Ordre de Paris, et puis à l'issue duquel j'avais fait une enquête avec la CE, le syndicat avocat et conseil d'entreprise, sur justement la qualité de vie des avocats. Et j'avais récolté des chiffres qui étaient assez édifiants et qui, à mon avis, se sont encore aggravés depuis. Entre la grève pour les retraites et le contexte sanitaire, j'avais obtenu à peu près plusieurs milliers de réponses dans toute la France. Donc du coup, c'est assez représentatif de ce que pense l'ensemble des avocats sur tout le territoire français. Et c'est pour ça que je vais vous les livrer en quelques chiffres uniquement, ce qui me semble le plus révélateur sur cette question des risques psychosociaux. 99% des avocats se sentent stressés. Alors le stress, ça peut être bénéfique, mais dans ce cas-là, le problème, c'est que près de 50% des confrères le jugent excessif. Alors quand on connaît toutes les problématiques de santé liées au stress, ça interpelle. Surtout que 84% justement des avocats qui étaient allés pour le coup sondés pensent que la profession d'avocat donc les expose particulièrement aux troubles de la santé. Donc quand je dis 84%, c'est 37% beaucoup et 47% assez. Donc globalement, le stress est un facteur de dégradation des conditions d'exercice et de la qualité de vie très présente chez les avocats. 41% des confrères se plaignent d'un manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Si nombreux restent attachés à la profession d'avocat, ils se plaignent bien souvent d'un manque, que ce soit de reconnaissance, d'une inflation législative, d'une dégradation évidemment des conditions de travail globalement, mais également des relations, que ce soit avec les clients, entre confrères et avec les magistrats. Donc c'est pour ça que même si 47% des avocats veulent rester avocats, le reste veut partir ou bien élargir son activité pour faire de la médiation, faire de la formation, être mandataire d'artistes ou d'agents sportifs ou également mandataire en transactions immobilières et aussi certains coachs comme moi donc. Justement, nos ordres et le Conseil national des barreaux travaillent, je le sais, pour être en fin de mandat au Conseil national des barreaux. Donc je sais que la question justement de l'activité des avocats qui n'est pas seulement uniquement avocat maintenant est un peu plus extensive, vraiment considérée par la profession. Également, un point qui altère énormément les conditions d'exercice des avocats, c'est la question du harcèlement et de la discrimination. Alors, ces questions-là, je les connais aussi très bien pour les avoir traitées lors de mon mandat au Conseil de l'Ordre de Paris où j'ai fait insérer dans le règlement intérieur du barreau de Paris une infraction spécifique de fait de harcèlement et de discrimination et créer une commission ordinale de lutte contre le harcèlement et la discrimination. Ces sujets-là ont été portés à l'échelon national par le Conseil national des barreaux pendant cette dernière mandature. Donc ces questions-là qui, il y a 5 ans encore, lorsque j'étais au Conseil d'ordre, m'avaient nécessité de faire une grande action de lobbying pour faire passer ces actions-là, aujourd'hui sont vraiment plus passées dans les mentalités et les ordres se sont véritablement saisis de ces questions-là, outre le Conseil national des barreaux, mais vraiment il y a une vraie dynamique qui a été rendue possible par le rapport du défenseur des droits et par toutes les affaires sociétales que nous connaissons en ce moment, que ce soit MeToo, Balance ton port. Tout ça, ça a vraiment contribué à un enrichissement de la question, du traitement plutôt de la question de harcèlement et de la discrimination au sein de la profession des avocats. D'abord, c'est une action d'écoute, de prévention des risques psychosociaux et donc je pense qu'il faut vraiment que chaque ordre mette en place au sein de son barreau, même si c'est un tout petit barreau, une assistante ou des assistantes sociales qui vont vraiment être à l'écoute et mettre en place des indicateurs de prévention, de détection et d'alerte des risques psychosociaux. Également mettre en place au sein des ordres des actions de formation des confrères, que ce soit à l'entrepreneuriat. À Paris, nous avons le barreau entrepreneurial qui cartonne et bravo à Laurence Amama qui fait un excellent travail de ce côté-là depuis des années. Également des actions de formation au management, à la gestion du stress et également pour des bilans de compétences. Il est très important de pouvoir, à un moment donné dans sa carrière, faire appel à un bilan de compétences et je pense notamment, il y a plusieurs personnes, dont William Cargill qui fait ça aussi très très bien, les bilans de compétences. Ça va vous aider comme ça aussi à savoir où vous en êtes dans votre carrière, à faire un point de carrière, savoir si vous voulez continuer, si vous voulez élargir, diversifier, ça va vraiment être utile. Et donc ce qui va vous aider aussi à recourir à ces services-là, ça va être une augmentation des budgets par le FIFPL. Vous savez, c'est cet organisme qui nous permet de financer nos actions de formation, donc ça va vraiment nous aider. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, plutôt global, plutôt collectif, plutôt étatique. Maintenant, nous avons l'aspect individuel. Alors oui, effectivement, nous avons une profession qui est très lourde en termes de responsabilité, qui est très exigeante. C'est un métier de représentation dans lequel on est censé être toujours performant,
Nous sommes humains avant tout, donc il faut accepter, un, qu'on est faillible, donc deux, qu'on a ses propres limites, donc écouter nos limites. Il faut arrêter d'être tout le temps dans la course, et j'en sais quelque chose parce que à force d'avoir fait les mandats, d'avoir fait le cabinet, d'avoir tout fait, j'ai été en burn-out il y a maintenant 3 ans, pendant 9 mois, j'ai pas pu sortir de la maison. Et ça a été très compliqué et pour autant, vous voyez, j'en suis revenue, mais justement, ça m'apprend qu'il faut, malgré ce métier-là, réussir à équilibrer, à trouver un véritable équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment une gageure parce que je sais à quel point c'est compliqué quand on a ce métier qui est aussi exigeant et qu'on veut réussir dans ce métier. Et vraiment s'imposer des plages de repos, se l'imposer. C'est pour ça que j'utilise ce mot parce que c'est vrai qu'on a tendance à être submergé par les urgences. Donc, s'imposer des plages de repos. Ne pas hésiter, même oser vous faire accompagner, oser demander de l'aide. Donc, que ce soit à un professionnel médical, à un coach, à un ami ou à l'ordre, arrêtez de voir les ordres comme des enquiquineurs. Moi, pendant j'ai fait ma campagne au Conseil de l'ordre en disant que l'ordre n'était pas qu'un sanctionnateur, mais aussi et surtout un accompagnateur. Donc, ayez le réflexe ordinal. Mais surtout, n'attendez pas qu'il soit trop tard, ne faites pas comme moi, une fois que la maison a brûlé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment pensez à vous organiser, à anticiper. Faites appel aussi à quelqu'un, à un coach qui va vous aider à organiser votre temps pour vous libérer du temps pour vous. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de vous mettre vous au centre finalement de votre vie. Le boulot, même tout exigeant qu'il est, même passionnant, tant passionnant qu'il est, et je le sais parce que voilà, moi aussi je le vis, à un moment donné, ça a ses limites et on a tendance aussi à être toujours dans la course et à ne pas s'écouter. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que c'est fondamental de vous écouter parce que finalement, ce n'est qu'un métier, ça ne vous définit pas. Et si vous êtes HS, vous ne pourrez plus aider les autres, donc ça ne sert à rien. Donc pensez absolument à vous ménager, vous, pour pouvoir justement continuer à aider les justiciables et puis l'ensemble des confrères. Donc à très vite.